91 ans. J'ai 91 ans et je suis encore ici. Je respire encore l'air de cette Provence qui m'a nourri toute ma vie. 91 ans d'une vie vécue sous ce soleil impitoyable du Luberon, dans ce mât provençal entouré de lavande qui a fleuri depuis le premier jour que je me souviens. Le Mistral a soufflé sur mes cheveux, les cigales ont chanté pendant mes étés, et chaque juillet a apporté la récolte. Les truffes noires du printemps, les raisins de l'automne, les oliviers qui ne meurent jamais. C'est tout ça la Provence, c'est tout ça ma vie. Mon nom est Raymond Beaumont. Je suis né ici en 1935, quand cette région avait encore des secrets, quand la France combattait une guerre que les enfants ne comprenaient pas. Je me souviens de 1944, j'avais 12 ans, quand les libérateurs sont arrivés et que tout le monde criait dans les rues. C'était un matin en août, je n'oublierai jamais. Les Allemands partaient, les Alliés arrivaient, et moi j'étais assis sur un muret à regarder passer l'histoire. J'ai vu des tanks, j'ai entendu des cris de joie, j'ai compris que quelque chose avait changé pour toujours. Et pourtant, la terre restait la même. Les vignes continuaient de pousser. Mon père était vigneron. Mon grand-père était vigneron. Mon arrière-grand-père aussi. C'est une histoire de famille qui se perd dans le temps, une histoire qui a commencé avec des pieds de vigne plantés dans cette terre rouge du Luberon, des générations de mains qui ont travaillé cette terre. Mon père m'a appris à reconnaître un raisin mûr, à comprendre le langage du sol, à respecter les saisons. C'était pas un homme qui parlait beaucoup. Mon père montrait plutôt qu'il ne disait. Il montrait par l'exemple, par le travail, par la présence quotidienne. J'ai rencontré Yvette en 1949, lors d'un marché provençal à Apt. Elle venait de Marseille, elle n'y connaissait rien à la vigne, mais elle avait un rire qui vous traversait comme le Mistral. Elle portait une robe rouge. Yvette a appris, elle a travaillé. Pendant 67 ans, nous avons construit quelque chose ensemble dans ce mât. Nous avons planté, récolté, célébré les bonnes années et enduré les mauvaises. Yvette est morte il y a 14 ans. 14 ans, c'est long et c'est court à la fois. Long parce que les journées sans elle sont vides, courte parce que je la vois encore comme si elle était hier. Je vois encore sa silhouette qui s'approche avec le panier de lavande pour faire les sachets. Je l'entends encore qui chante pendant qu'elle épluche les légumes du marché. Les endroits gardent les souvenirs des gens, vous savez. La maison retient les pas, les voix, les gestes des mains qui se sont aimées. Nous avons eu 2 enfants. Sébastien est né en 1952 et Isabelle en 1956. Sébastien voulait s'échapper de la Provence depuis le jour où il a eu ses premières jambes pour marcher. À 16 ans, il m'a dit que la vigne l'ennuyait, que la lavande sentait trop fort, que provençal était une langue de paysan. À 18 ans, il est parti à Paris pour études. Ensuite, il a resté. Il a marié une Parisienne, il a eu 3 enfants, il a travaillé dans les grands immeubles en verre que je ne comprends pas. Cadre supérieur, c'est ce qu'il dit. Il portait les costumes qui coûtent cher. Sébastien ne revenait pas souvent. Quelques Noëls peut-être, mais à reculons,
comme si Provence était une punition. Quand Yvette a eu son premier accident cardiaque, Sébastien m'a téléphoné, mais il n'est pas venu. Il a dit qu'il avait une réunion importante, qu'il ne pouvait pas laisser le projet. Un projet. Pendant que sa mère s'accrochait à la vie, Sébastien pensait à son projet à Paris. Quand elle est vraiment décédée, il est venu au service funéraire avec sa Parisienne qui trouvait tout ça coin, romantique, vieux. Elle regardait le mât comme si elle visitait un musée. Je l'ai entendu dire à Sébastien que c'était dommage qu'on n'ait pas modernisé. Isabelle est différente. Isabelle a resté ici dans la région. Elle a marié un homme de Lourmarin, un homme qui comprend la terre, qui comprend ce que signifie de venir d'une famille depuis des générations. Ils ont 2 enfants. Isabelle vient ici chaque semaine, toujours. Elle apporte les provisions du marché, elle m'aide à entretenir le mât, elle me tient compagnie. Elle ne demande rien, elle ne calcule rien, elle aime simplement, comme sa mère aimait. Il y a 2 mois, mon petit-fils est venu passer quelques jours avec moi, un garçon de 24 ans qui a une petite conscience de moralité. Nous prenions l'apéritif sous les platanes, je lui servais un pastis, et il m'a dit quelque chose que je n'ai pas vraiment entendu la première fois. Il a dit que son père, Sébastien, parlait de moi à Paris, parlait de moi dans les réunions, parlait de moi dans les cafés du 7e arrondissement. Il disait à ses amis que j'étais un homme riche qui avait une propriété extraordinaire en Provence. Il disait que c'était dommage que ce patrimoine soit gaspillé sur un homme de 91 ans. Il disait que quand je mourrais, tout ça se vendrait, que ses amis intéressants avaient du capital pour acheter le mât, qu'il y aurait même de l'argent à partager après. Mon petit-fils, en disant ça, il ne savait pas qu'il m'enfonçait un couteau. Il était innocent. Les jeunes sont innocents parce qu'ils ne comprennent pas encore que les paroles font mal, que l'avarice est une forme de haine envers ceux qui vous nourrissent. Il regardait vers les vignes, pas vers moi, quand il a raconté comment Sébastien avait montré des photos du mât à ses collègues, des photos prises avec un appareil comme s'il était déjà le propriétaire, comme s'il vidait déjà les caves de ces bouteilles de 1947 que mon père a gardées pendant 40 ans. Le mât, c'est pas seulement une maison, c'est 4 hectares de lavande, c'est les vignes qui produisent un bon rosé, c'est une cave qui contient l'histoire. C'est aussi les truffes noires que je cherche avec Gilles au printemps. Gilles, mon ami de 35 ans. Gilles, qui a maintenu les champs de lavande pendant que je m'occupais d'Yvette avant sa mort. Gilles, qui vient boire le pastis avec moi le jeudi et qui connaît chaque arbre de ce mât. Gilles, vous comprenez, est pas de ma famille. Gilles n'a aucun droit légal sur ce mât, mais Gilles a montré plus de loyauté, plus de présence, plus d'amour pour cette terre que mon propre fils. Gilles a travaillé, a sudé, a aidé. Gilles a été ici quand il y avait du travail. Gilles a été ici quand il y avait de la peine. Gilles a jamais dit « Quand le vieux mourra, je vais enfin pouvoir vivre ma vie ». Gilles a jamais calculé l'héritage. Alors j'ai fait quelque chose. J'ai appelé Maître Bertrand, le notaire. Maître Bertrand connaît notre famille depuis avant que Sébastien naît. Il a géré les papiers pour la succession de mon père
les contrats pour les vignes, tout. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Je lui ai dit que découvrir que mon fils attendait ma mort, que ça m'avait changé quelque chose à l'intérieur. Maître Bertrand m'a dit la même chose qu'un notaire doit dire. Il m'a dit que j'avais le droit absolu de disposer de mes biens. Il m'a dit que je devais laisser une part légale à Sébastien, c'est la loi. Mais le reste, c'était moi qui décidais. C'était entièrement à moi. Je ne suis pas homme rancunier. Je ne suis pas homme de vengeance. Je suis provençal, ce qui veut dire que je suis direct, mais que je réfléchis longtemps. Mais j'ai pensé que Sébastien devait apprendre qu'une vie n'est pas seulement calculée en monnaie, qu'un héritage n'est pas un prix au marché, que quand tu ignores quelqu'un pendant 40 ans, quand tu traites sa vie comme une attente ennuyeuse, tu perds le droit de réclamer ce qu'il a bâti. J'ai modifié mon testament. J'ai laissé de l'argent à Sébastien. Assez d'argent pour qu'il ne puisse pas crier injustice devant les tribunaux. Assez pour acheter un appartement de plus à Paris s'il le voulait. Assez pour faire taire sa conscience. Mais le mât, les 4 hectares de lavande, la cave avec les bouteilles, les souvenirs enracinés dans ce sol, tout ça, j'ai laissé à Gilles. Gilles, l'homme qui n'a pas de sang Beaumont dans ses veines, mais qui a de l'amour pour cette terre. L'homme qui méritait ça depuis le jour où il a commencé à travailler ses champs. J'ai aussi laissé une part de revenus à Isabelle, pour que ma fille qui a resté ne souffre pas quand je partirai. Je lui ai assuré une rente annuelle qui vient de ce que Gilles va cultiver. Quand j'ai signé les papiers, j'ai senti une paix que je n'avais pas sentie depuis que mon petit-fils m'avait dit ces choses horribles. Une paix de savoir que la terre va être bien gardée, que les souvenirs vont continuer, que quelqu'un qui aime va être responsable. J'ai écrit une lettre à Sébastien, une lettre directe, honnête, sans mensonge. Je lui ai dit que je savais qu'il attendait ma mort. Je lui ai dit que ça m'avait déçu profondément, mais que ça m'avait aussi libéré. Je lui ai dit que j'avais changé mon testament. Je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai écrit que l'argent qu'il va hériter est suffisant, qu'il peut vivre bien, mais que le mât ne lui appartiendra jamais. Je lui ai écrit aussi que la porte du mât reste ouverte, que s'il veut venir, c'est bienvenu, mais que désormais il doit venir pour voir son père vivant, non pour compter l'inventaire. C'est pas une menace, c'est une invitation qui a des conditions. Sébastien a réagi comme je supposais. D'abord, le silence. 1 semaine. Ensuite, un email froid qui disait que j'avais perdu la tête, que c'était discrimination contre mon propre fils, que les avocats parisiens allaient vérifier si le testament était légal. Il a dit des choses méchantes. Il a dit que je préférais un ouvrier agricole à mon propre enfant. Peut-être que c'est vrai, peut-être que oui, j'ai préféré quelqu'un qui a montré de l'amour à quelqu'un qui a montré de l'avarice. Gilles a pleuré quand je lui ai dit. Gilles s'est assis sur le muret, là où je m'asseyais quand j'avais 12 ans et que je regardais passer l'histoire. Il a regardé les champs et il a pleuré comme un homme qui comprend qu'il y a encore de la justice dans ce monde. Ensuite, il m'a serré très fort. Il n'a pas dit de parole. Les hommes vrais, ils pleurent sans parler. Isabelle a pleuré aussi, mais c'était des larmes de soulagement.
Elle m'a dit qu'elle craignait que je laisse tout à Sébastien et qu'elle se retrouve sans rien. Isabelle avait peur. Mais Isabelle a aussi compris pourquoi j'ai choisi Gilles. Elle comprend le concept de fidélité. J'ai 91 ans maintenant, 91 ans de Provence, 91 ans de soleil, de Mistral, de lavande, de truffes noires, de pastis bu à l'ombre, de mains qui travaillent la terre. 91 ans qui m'ont appris que la vie n'est pas longue, que c'est important de savoir qui va rester après que tu seras parti. Quand je pense à ma mort maintenant, ce qui vient bientôt probablement, vu mon âge, je pense pas à Sébastien qui va lire mon testament et qui va être furieux. Je pense à Gilles qui va se lever tôt pour arroser la lavande. Je pense à Isabelle qui va s'asseoir sous les platanes et qui va boire un pastis à la mémoire de sa mère. Je pense aux générations qui peuvent venir, si quelqu'un de bon est ici pour les accueillir. C'est ça qui compte. C'est pas l'argent. C'est pas le calcul. C'est le sentiment que tu laisses une chose qui a de la continuité. C'est savoir que la terre que tes mains ont entretenue va être entretenue par d'autres mains qui aiment aussi. C'est ça l'héritage qui vaut quelque chose. Sébastien peut garder sa colère. Sébastien peut aller voir ses avocats. Moi, je sais que j'ai fait ce qui était juste. Et à 91 ans, après une vie entière passée à observer et à réfléchir, je sais ce qui est juste. Je sais qui aime et qui calcule. Je sais la différence entre une présence et une absence. Je sais que quelquefois un père doit punir son fils, non par vengeance, mais par vérité. Et si mon fils venait frapper à cette porte demain, je lui ouvrirai. Je lui donnerai du pastis. Je lui dirai ce que j'ai à dire sans crier. Je lui dirai que nous sommes des hommes du Midi, que nous parlons d'une certaine façon, que nous comprenons les silences aussi bien que les mots. Mais je lui dirai aussi que ça fait 40 ans qu'il est parti, et que pendant 40 ans j'attendais que quelqu'un reste. Maintenant quelqu'un est resté. C'est Gilles. Et c'est ça ma paix à la fin de ma vie, sachant que j'ai choisi le bon héritage. J'ai pensé souvent à ce que c'est une vie bien vécue. Ce n'est pas mesuré en argent, ce n'est pas mesuré en pouvoir, c'est mesuré en fidélité, c'est mesuré en présence, c'est mesuré en amour qui persiste même quand il n'y a pas de récompense promise. Gilles m'a appris ça. Gilles, par sa présence discrète, par son travail silencieux, par son amour non déclaré pour cette terre. Un homme qui ne demande rien, qui donne tout. Voilà ce que j'appelle un homme. Voilà ce que j'appelle digne. Voilà ce que j'ai appris en 91 ans. Et ce savoir, je le laisse dans cette maison, dans ces champs, dans la cave qui contient les générations. Je le laisse à Gilles pour qu'il le porte en avant, pour qu'il le transmette à ceux qui viendront après. Parce que la vraie richesse est ce qui dure, pas ce qui se vend. Et alors j'ai la paix du vieillard qui sait qu'il n'a pas gaspillé sa vie. La paix du père qui a choisi la bonne Hérença. La paix de savoir que demain, quelqu'un qui aime va se lever et aller travailler dans ses champs. Je veux te dire encore une chose. J'ai vécu 91 ans et je n'ai jamais regretté d'être resté. Celui qui reste ne perd pas.
Celui qui reste construit quelque chose qu'on ne peut pas acheter. C'est ça que je laisse à Gilles, pas seulement ce mât. Je lui laisse l'exemple de ce que signifie aimer un endroit de toute son âme. Cela n'a pas de prix. Cela ne s'hérite pas par testament. Cela s'hérite en ayant vu vivre quelqu'un qui aimait vraiment.